Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro du débrief. Cette semaine, on va sacrifier la traditionnelle rétrospective de fin d'année. 2022 s'en va et voilà 2023 qui s'en vient, qui démarre. 2022 avait commencé, on s'en souvient funestement, avec un Maroc isolé du monde, frontières fermées et passage de frontières au compte-gouttes. Mais 2022 s'achève sur une extraordinaire ouverture sur le monde avec ce somptueux parcours des nôtres au Mondial de Qatar. 2022 a été aussi l'année des projets sociaux, comme le lancement de Força, mais surtout la généralisation de la protection sociale, avec la bascule du Ramed vers l'AMO, comme prévu dès le 1er décembre. Sur le plan extérieur, le Maroc continue d'avancer sur le front de la lutte mondiale antiterroriste, avec la réunion de Marrakech en mai, et continue d'avancer aussi sur la question de son Sahara, comme le montrent les évolutions des diplomaties allemandes et espagnoles pour cette question, et comme le montre également le vote de la résolution 2654 du Conseil de sécurité de l'ONU à fin octobre. Enfin, et avant de revenir, bien évidemment, sur l'événement le plus marquant avec l'AMO, en l'occurrence le mondial, un rapide retour sur une rupture majeure dans la politique monétaire du pays, avec le relèvement 2 trimestres de suite du taux directeur de Banque Maghreb pour lutter contre la tendance inflationniste qui s'installe. Et enfin, un mot sur l'année politique plutôt muette, ou au moins très discrète. Pas l'année, bien entendu, la classe politique. Nous passerons en revue tous ces faits et leurs effets avec nos deux invités. C'est Adel Harichi, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. C'est Zakaria Boudahab, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes enseignant de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous deux d'être avec nous pour commenter et revenir sur les faits de l'année 2022. Alors, il y en a 7. Covid, politique, économie et finances, l'eau et les énergies renouvelables, la coopération sécuritaire et militaire, bien entendu le Sahara, et encore plus, bien entendu, le mondial de Qatar. On commence par le Covid. Donc 2022, je commence par vous, Zakaria Boudahab. 2022, début de fermeture, en fermeture et d'inquiétude marquée sur les effets de la pandémie. Et puis progressivement, petit à petit, les choses sont revenues à la normale. Le Maroc, finalement, aura bien géré cette pandémie. Exactement. D'abord, la réaction était prompte et rapide grâce, il faut le dire, à la vigilance de Sa Majesté, l'institution royale, et également cette mobilisation 12 azimuts. Parce qu'effectivement, il y a eu quand même une réponse assez massive de l'ensemble des Marocains pour d'abord constituer le fonds pour venir à la rescousse des populations vulnérables et en même temps décliner un programme de lutte contre la Covid avec les fermetures, quand bien même cela avait impacté, bien entendu, négativement l'économie, mais la santé publique est non négociable. Et donc, c'était la priorité stratégique. Nous avons beaucoup appris, il est vrai, en dépit des contraintes qui ont pesé énormément sur le temps politique, sur le temps social, sur le temps économique. Et Dieu sait combien, au niveau mondial, les implications géopolitiques ont été très importantes et ressenties par les Marocains. Et au-delà aussi, nous avons appris également à cohabiter avec le virus, certes en respectant la distanciation sociale, mais par exemple au niveau du e-learning, l'enseignement à distance, nous l'avons opérationnalisé de façon très optimale, alors même qu'il était là et on ne l'utilisait pas de façon conséquente. Je crois qu'effectivement, nous avons appris de cette pandémie. Le plus important, il me semble, ça a été dit par Sa Majesté, c'est tirer les enseignements qui s'imposent sur le plan de l'autonomie stratégique, énergétique, sanitaire, alimentaire. Et je crois que c'est la grande leçon à tirer de ce genre de pandémie. Il y en aura encore d'autres, ça c'est clair. C'est le temps des incertitudes, de la volatilité, de la complexité. Mais au final, le Maroc est sorti fort de cette pandémie. Adel Harichi, oui, je commencerai par ce avec quoi a terminé mon collègue, c'est Zakaria. Au temps des incertitudes, le Maroc a montré qu'il était présent. Il a montré sa présence, sa gestion remarquable de la pandémie, et ce, à un moment où nous n'avons pas connu de pandémie mondiale depuis, je dirais, un siècle ou plus. Et le Maroc, face et devant des États développés qui étaient vraiment qui ont montré leur fragilité, le Maroc a pu s'en sortir. Et ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté commune, qu'il y avait une solidarité commune, et puis que le Marocain s'est retrouvé dans son pays, dans sa marocanité, pour apporter quelque chose. Par rapport à ce qui a été fait, ça nous a montré aussi nos faiblesses et sur lesquelles il faut tirer des leçons, comme l'a dit Zakaria, pour avoir la souveraineté. Et que ce soit alimentaire, que ce soit énergétique, et dans tous les domaines, parce que dans un monde
mondialisée, globalisée, chaque État doit s'en sortir tout seul. Il y a certes des partenaires, mais on a vu qu'au moment de la Covid, il n'y avait plus de partenariat. Le cas de l'Europe qui était très fragile, on a vu la fragilité de l'Europe, même l'article 5 concernant la subsidiarité n'a pas été appliqué, et chaque pays doit s'en sortir tout seul. Et c'est ce qu'a fait le Maroc, bien sûr, avec la volonté de Sa Majesté et de tous les participants au Fonds Mohamed VI. Oui. Et puis surtout, nous avons vu quelque chose, c'est comme un éveil sur que demain peut avoir des pandémies, des problèmes, des périls. Et les Marocains ont pu réagir, et on n'a pas senti, en dehors bien sûr des libertés qui ont été réduites, ce qui est tout à fait normal, et ce qui est même permis par le pacte relatif aux droits civils et politiques, tout ce qui est la liberté d'aller et venir, de ce qui est liberté de commerce, quand il y a eu des fermetures, le Maroc a répondu à tout ça, et on est sorti avec beaucoup de leçons. Ce qu'on a gagné, c'est une leçon où on a réussi notre examen, c'est-à-dire on a réussi notre examen avec excellence. Et toutes les choses qui étaient, on ne va pas dire en défaillance, mais où il y a des faiblesses, c'était le moment de pouvoir les corriger. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a eu, que ce soit le nouveau modèle de développement, que ce soit les programmes qui ont été c'est-à-dire présentés par tous les partis pour ce qui est la santé, pour ce qui est de l'enseignement. Donc tous ces programmes-là, finalement, vont dans le sens que le Maroc doit être un État fort, un État émergent, et qui doit répondre à tous les écueils qui peuvent freiner son élan, tout seul, avec ses enfants, avec les Marocaines et les Marocains. Alors, Ali Zakaria Bouddahab, quand Ali Harish nous parle de coopération de l'Europe, de ce qui s'était passé en Europe, qu'est-ce que cette pandémie nous dit en matière de coopération africaine ? En matière africaine, d'abord, l'Afrique a été l'un des grands oubliés à partir du premier choc terrible qui a secoué plus d'un. Et à un moment donné, les États, comme vient de le rappeler Si Ali El-Harishi, étaient livrés à eux-mêmes. C'est un peu le réflexe du réalisme structurel, comme on dit, le self-help, chacun pour soi et Dieu pour tous. Même l'Union européenne a été dans un premier temps déséquilibrée. Et ce n'est qu'après que la pandémie, plus ou moins, ait commencé à produire ces effets de façon très inquiétante, que l'Union européenne s'est ressaisie pour définir une feuille de route, notamment substantiellement des soutiens financiers pour venir, encore une fois, à la rescousse des pays qui en ont besoin. Et sachant bien qu'il y a eu la crise des masques. Oui. Donc on voit très très bien aujourd'hui, d'abord, au moins au niveau multilatéral, que l'OMS n'était pas prête à faire face à ce genre de pandémie. L'Organisation mondiale de la santé, sachant bien que c'est une organisation, comme on dit, elle est opérationnelle, elle peut dépêcher du personnel sur place, mais tellement la demande était grande, elle a été dépassée. Tellement il y avait des effets foudroyants et la panique généralisée, ce qui fait que le nouvel ordre sanitaire africain plaidé justement par le Maroc qui est très important, parce qu'on a vu le pays avec toutes les difficultés du monde, mais au moins il a su être là. 15 pays, je crois, de l'Afrique, notamment subsaharienne, ont bénéficié d'un certain nombre de lots de médicaments, de vaccins, ce qui fait que quand même, aujourd'hui, il est nécessaire de faire face à ce besoin sanitaire très important de même de pays maghrébins. Il faut rappeler que le Maroc avait envoyé un hôpital de campagne à la Tunisie lorsqu'il était en détresse face à la corona. Plus sa détresse économique, cette détresse sanitaire, où le Maroc avait dépêché un hôpital de campagne. Donc le Maroc a été présent, que ce soit pour les vaccins, que ce soit par la présence, c'est-à-dire logistique humaine des médecins, partout dans les pays. On se rappelle aussi, c'était au départ de la pandémie, nous sommes en mai-juin 2020, où il y a eu pas mal de matériel qui avait été envoyé par le Maroc à d'autres pays du continent, en masques, en charlotte, sans compter après ce qui a été envoyé en oxygène à la Tunisie, par avion. Parce que d'autres pays européens, on ne va pas dire lesquels, ont envoyé ça par bateau. Mais bon, en avion, l'oxygène, en général, on l'envoie par avion. Finalement, comme on dit, l'impossible n'est pas marocain. Voilà. Oui. Alors, je reste avec vous pour nous expliquer cette impossibilité de communication du gouvernement Arnouch.
ou ce peu de possibilités. Donc un gouvernement qui prend ses marques, qui commence son action, qui démarre de grands chantiers. Il ne faut pas être négatif, ce qui est la réalité est la réalité. Des choses, il boucle sa première année, son premier exercice fiscal, après donc sa nomination en octobre, son installation en octobre 2021. Mais en matière de communication, on peut mieux faire, c'est bien. Oui, je pense que le point faible ou le talon d'Achille du gouvernement, c'est la communication. On peut, surtout avec tout ce qui s'est passé pendant cette période, c'est-à-dire pendant cette première année du mandat de M. Arnouch. Bon, il faut dire qu'il y a eu une coalition, majorité confortable, très confortable, que ce soit sur le... C'est pas une raison pour ne rien dire. Non, juste parce qu'on va parler du bilan. Une majorité très confortable, avec, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan des collectivités territoriales ou des chambres professionnelles. Donc les trois partis, ils sont majoritaires partout. Donc ils n'ont pas de problème dans la prise de décision. Il n'y a pas une opposition très forte. Elle est minoritaire en siège, mais elle est présente. Elle a été présente soit au niveau du Parlement, soit à d'autres niveaux, donc des collectivités territoriales. Maintenant, la communication, il y avait très peu de communication. À un certain moment, c'est vrai qu'il y a un porte-parole du gouvernement qui rapportait l'information de ce qui se passait dans les conseils de gouvernement, mais par rapport aux Marocains, nous avions besoin de beaucoup de communication, surtout quand nous étions en période de crise sanitaire. Parfois, nous en avons parlé, une fois je pense que c'était pour arriver de Casa à Rabat, c'était la veille qu'il fallait avoir un passeport sanitaire, un troisième vaccin. Je pense qu'on a eu l'expérience tous les deux. Une période assez particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. La communication a été très faible à un certain moment et c'est l'un des reproches qu'on peut faire à ce gouvernement. Après, il y a eu la communication que nous avons reçue des trois partis. C'était soit au niveau de réunions régionales, c'est-à-dire au niveau de congrès régionaux, ou au niveau d'universités, donc je pense pour le RNI. Pour le PAM, c'était un congrès régional, le parti de l'Istiqlal aussi. Donc c'était une communication qui s'est faite à travers le parti, pour communiquer le travail de chaque parti. Il a communiqué son travail au sein du gouvernement. Il y a eu quelques communications au début entre les trois secrétaires généraux des partis sur l'alliance, le parlement des trois partis, comment il fonctionne. Bon, mais il n'y a pas eu de suivi sur ça, sincèrement. C'est l'un des points, c'est l'un des reproches des Marocains, surtout après la crise aussi ukrainienne, par rapport au prix des hydrocarbures, par rapport à comment le gouvernement a opéré, c'est-à-dire pourquoi cela et pourquoi pas cela. Donc les questions que se posait le citoyen, la société marocaine, qui a élu finalement une majorité, et il voulait des réponses et une communication beaucoup plus présente. Zakaria Bouddahab, la communication, ce n'est pas un peu le parent pauvre de cette coalition gouvernementale? Parce que finalement, on se retrouve avec une majorité soudée, compacte, avec peu de partis, 3, et en face, c'est en fait l'inverse de ce qui s'était passé dans la précédente législature 16-21. En face, on a une opposition qui est éclatée, qui est véritablement opposition numériquement. Est-ce que c'est une raison pour qu'une majorité ne communique pas assez? Et pourtant, ce n'est pas les problèmes qui ont manqué. C'est vrai, je ne dirais pas le contraire. Hein. C'est vrai que ça saute aux yeux pour ceux, au moins des observateurs habitués, parce que les Marocains consomment l'information. Ce sont des gens qui ont besoin d'être aussi écoutés. Et ils veulent s'inscrire dans une démarche dialogique. D'abord parce qu'il faut structurer le discours. C'est-à-dire, au moment où il y a une incertitude, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un, une équipe, pour montrer un peu la boussole, la direction. C'est stratégique. Parce qu'on navigue dans un contexte de turbulence. Et je crois qu'il y va de la responsabilité, moi je crois, du gouvernement de façon générale, de communiquer de façon directe, sans langue de bois, pour que nous comprenions, nous Marocains, mieux, le citoyen lambda, ce qu'est l'inflation, par exemple, ce qu'est la révision du taux d'intérêt de Banque El Maghreb, et ainsi de suite. Donc ce qui fait que si le gouvernement est plongé dans les dossiers quotidiens, techniques, l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, la protection sociale, etc. Cela, je crois,
incombe aussi aux partis politiques qui composent ce gouvernement. Et un parti politique, dans sa définition même la plus basique et constitutionnelle, encadrer la population, encadrer l'opinion publique en plus de sa quête pour conquérir le pouvoir. Donc, ce qui fait que je crois qu'il y a là des maillons faibles à remplacer ou à remplir, entre guillemets, à caler. Et je crois qu'il a encore le temps, le gouvernement, au moins 4 années, pour qu'il se rattrape sur ce point-là, qu'il utilise le berbère, la mazir, l'arabiya, le darija, l'arabe, le français, l'anglais. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls ici qui vivent sur terre marocaine, c'est le territoire marocain, mais il y a aussi la communauté marocaine à l'étranger. Il y a des chantiers qui les intéressent, ou qui l'intéressent, pardon, ça a été dit par Sa Majesté, la charte de l'investissement, la question de l'eau. Et donc, il est temps maintenant de réajuster le tir, à mon sens, et travailler sur ce point-là. Alors, vous en avez parlé, Zakaria Aboudahab, du taux directeur. Donc, bon, on se retrouve maintenant avec une croissance au sortir du Covid. Vous en avez parlé aussi à Al-Harichi. Des crises, il y en a eu pléthore. Et donc, cette sortie de Covid dont plus personne ne parle vraiment, mais qui n'est toujours pas effective, qui a été compliquée, cette sortie, par la guerre en Europe. Donc, des incertitudes, une croissance qui n'est pas terrible après le rebond de 2021. De grandes incertitudes aussi sur les chaînes d'approvisionnement, sur les prix, et une inflation qui va résolument 8%, 9%, elle est en train d'augmenter, ce qui a obligé ou conduit Banque le Maghreb, après 2 trimestres de résistance, on ne suit pas, on ne s'aligne pas sur la tendance internationale, on garde notre taux directeur tel qu'il est, et puis coup sur coup, en septembre et en décembre, le taux directeur augmente de 50 points de base à chaque fois, et maintenant il est à 2,5. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour 2023? Est-ce que c'est un message d'inquiétude qu'on envoie pour 2023? Alors, je n'ai pas tous les rudiments nécessaires sur le plan technique, sur le plan financier, pour répondre à votre question. Vous n'êtes pas un spécialiste en monétaire, effectivement, mais en relations internationales, mais quand même. Oui, mais ce que je sais, c'est que nécessité fait loi. Regardons le cas de la Tunisie, juste à côté de nous, le Fonds monétaire international, qui renvoie à plus tard la question de la délivrance ou l'accord d'un prêt de 1,9 milliard de dollars, parce que les élections législatives n'ont pas été rassurantes. Et donc, le politique et l'économique sont très imbriqués, et le financier. Et je crois que Banque El Maghreb, l'Institut d'émission ou la Banque centrale, a engrangé pas mal d'expérience depuis au moins le début des années 90 avec les grandes réformes. N'oublions pas d'ailleurs, techniquement, le Maroc est désormais membre de la Banque des règlements internationaux, qui est une institution créée exactement en 1930. Donc, ce qui fait, il est dans le club. C'est une institution qui n'est pas très élargie, une 60aine de pays membres. Et donc, du coup, on voit que le Maroc est dans une démarche de consolidation de ses acquis financiers, mais quand parfois vous avez des impératifs, malheureusement, on recourt à ce genre de procédé. Ce que je voudrais dire, c'est que pour le citoyen marocain, il faut simplifier le langage, plus ou moins. Parce que parfois, il y a des confusions et les amalgames. On va dire, ce sont des personnes qui sont derrière ces augmentations. Et ce qui fait qu'il est de l'intérêt du gouvernement d'expliquer les choses. C'est que quand les prix à la pompe de l'essence augmentent, voilà, cela est dû à, et non pas à une manipulation par certains, ce qui fait qu'il faut prendre très au sérieux ce genre de questions, à mon sens, de communication, comme vous avez dit, c'est Aziz tout à l'heure. Alors, Ali Harichi, on a des réserves de change qui fondent comme neige au soleil. Bon, il n'y a pas beaucoup de neige, donc ça ne fond pas beaucoup. Pour une fois, heureusement, des importations passées de 7 mois, je pense, de mémoire à 5 mois pour les importations. Ah oui. Donc là, il y a un problème. Ça vous dit quoi, donc, un taux directeur? Mais surtout, un taux directeur, un peu la question qui provoque, un taux directeur avec une économie informelle de 30 à 40%, 35% selon. Est-ce que c'est véritablement impactant? Bon, comme vient de dire Zakaria, la Banque du Maroc, ou la Banque centrale, il a vraiment accompagné, il a acquis de l'expérience. Il y a une consolidation de l'expérience, je dirais, depuis le plan d'ajustement structurel des années 80, où nous étions devant, ou même pas 14 jours, ou une semaine de devise. Donc, quand vous parlez aujourd'hui de 5 mois. Et il a accompagné les réformes, les changements, et beaucoup de choses qui se sont passées, et c'est les mêmes personnes. Donc, c'est des gens qui ont un savoir-faire, et nous ne voulons pas tomber, c'est-à-dire que ce soit pour le taux directeur, ou que c'était pour
comment on appelle le flottement du dirham. Donc tout cela a été accompagné avec beaucoup de sagesse et avec ce que nous avons. Nous allons avec nos moyens. Et c'est ça le plus important. Nous ne disons pas que nous allons faire ou nous allons c'est-à-dire faire une planche à billets pour essayer de résoudre les problèmes. Ce n'est pas. Nous allons avec nos moyens et avec. Il y a deux choses. Il y a ce qui est structurel. Bon, on est en train de le corriger depuis des années. Et il y a des choses conjoncturelles qui ont imposé ce que nous avons aujourd'hui comme inflation. Ben, j'espère que cette année, bon, il y a eu quand même un peu de pluie. Il y a 2 semaines, ces dernières semaines, que nous n'allons pas tomber dans ce qui a été conjoncturel, la sécheresse, et aussi par rapport à la crise russo-ukrainienne, il est en train, on va dire, de rentrer en basse intensité, son impact n'est pas aussi important. Mais d'autre part, le Maroc prend aussi sur l'économie nationale et sur les besoins. Nous avons vu ce qu'a fait l'OCP dernièrement par rapport à ses besoins. Au moment de la crise, c'est-à-dire pour ce qui est de l'hydrogène, maintenant nous allons le faire nous-mêmes. Nous n'allons plus avoir besoin de l'importer. Donc pas de devises à sortir. Donc il faut voir dans l'ensemble. C'est vrai que le taux directeur augmente, qu'il y a de l'inflation, ça va faire un peu mal, mais il faut se dire que nous sommes en train de corriger ce qui est structurel, et tant mieux. Et le conjoncturel, nous espérons tomber dans des années plus abondantes en agriculture et que la crise russo-ukrainienne va s'estomper d'ici là. Il y en a eu déjà en 2014, il y avait un impact. Et je pense que c'est ce qui va faire que le taux va s'équilibrer de lui-même. Et la banque, nous revenons à la Banque du Maroc, ou la Banque centrale, c'est une banque où les gens font quand même un très bon travail, un très bon accompagnement. Alors, je reste avec vous en rebondissant sur un terme que vous avez utilisé, qui est celui de structurel. Donc, il y a la différence entre le conjoncturel et le structurel. Et ce qui est structurel chez nous, je passe à un autre sujet, à un autre thème, c'est la question hydrique. Donc des sécheresses... 3 sécheresses en 4 ans, donc des sécheresses qui deviennent chroniques, un stress hydrique qui s'installe. On connaît tous les chiffres de 2500 mètres cubes par habitant à 650 aujourd'hui. Il y a eu l'augmentation de la population entre-temps, l'augmentation de la croissance démographique, mais enfin, ça n'explique pas tout. Et donc, ça pose des problèmes au niveau de l'eau, au niveau de tout ce qui est transition énergétique. Et le Maroc est conscient de ses atouts, mais aussi conscient de ses faiblesses. Oui, rapidement, oui, bien sûr. Par rapport à l'eau, il y a beaucoup de faiblesses. Et le discours de Sa Majesté a été très clair en parlant que le stress hydrique et le problème de l'eau, il est structurel et il n'est pas conjoncturel. Pas dû à la sécheresse, il est dû à une gestion qui n'était pas bonne des ressources hydriques du Maroc. Que ce soit par rapport à la production de certaines agricultures, de certains produits agricoles, que ce soit par rapport à l'usage, c'est-à-dire des nappes phréatiques, d'une manière qui était très, très forte, très importante par rapport aux besoins des Marocains, que ce soit par rapport à un domaine de l'eau qui a été géré par plusieurs ministères et qu'il n'y avait pas de convergence de politique publique par rapport à la gestion de l'eau. Et normalement, il faut travailler, on ne peut pas travailler en silo, il fallait une synergie, une convergence des politiques publiques. On ne peut pas avoir l'eau gérée par 3 ou 4 ministères. Et c'est ça, je pense, maintenant, on a compris, parce qu'ils ont compris, ceux qui gèrent, ceux qui prennent la décision par rapport à l'eau, qu'il fallait prendre un seul centre de décision par rapport à ce qui est l'eau. Et la gestion, parce que d'ici 2030-2035, le conjoncturel, c'est la pluie, il peut tomber ou non. Mais il faut rationaliser l'utilisation de l'eau avec une bonne efficience. Rationaliser l'agriculture, on a besoin d'1 litre d'eau, donc il faut savoir l'utiliser. Alors au niveau de la rationalisation, Zakaria Abou-Dahab, il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti dernièrement, justement, en revenant sur les grandes lignes du discours de Sa Majesté, sur la rationalisation, sur l'évitement du gaspillage, sur la gestion de la ressource hydrique. Ça vous dit quoi, cette question de l'eau? Premièrement, c'est une ressource très rare, l'or bleu, et c'est également une source de conflit. Il ne faut pas l'oublier sur le plan régional. On n'a qu'à voir ce qui se passe entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, autour des eaux du Nil. Par ailleurs, au moins, il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est d'abord une problématique mondiale de dérèglement climatique. Ça ne concerne pas que le Maroc. Prenez l'Allemagne, 2 saisons désormais, l'hiver et l'été. La Corée du Sud, également, c'est la même chose, avec des températures
qui dépasse les moins 15 degrés en hiver, ce qui n'est pas habituel. Tempête de neige aux États-Unis, récemment, vous avez vu, c'est l'une des conséquences du changement climatique. Et le citoyen est de plus en plus, il me semble aujourd'hui, au niveau planétaire, est conscient de cette question de changement climatique. À un moment donné, il y a peut-être 10 années, on disait que non, c'est du bluff, ce n'est que de la mode passagère, etc. Deuxième niveau, c'est notre gestion à nous et le caractère, si vous voulez, géographique du Maroc. Semi-aride, peut-être de plus en plus aride. Nous avons un beau musée à Marrakech sur l'eau, précisément, les ressources hydriques ou hydrauliques, ce qui fait que c'est structurel. Il faut maintenant passer à une meilleure gestion cyclique des eaux et des rétentions. Sa Majesté a évoqué la question des puits anarchiques qui sont creusés. Et nous avons parfois des dilapidations, ce qui fait que même l'usage du citoyen aujourd'hui devrait être canalisé et responsabilisé. Dieu merci, dernièrement, il y a eu des pluies qui sont tombées, alhamdoulilah, arrosant beaucoup qui vont encore tomber en 2023. Désormais, c'est prévu. Reste le troisième point. Vous allez le développer après la pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est parti pour la deuxième partie du débrief consacré cette semaine à une rétrospective, bien évidemment, des événements de 2022. Avec nous pour en discuter, Ali El-Harichi, doyen de l'Institut de sciences politiques de Mondiapolis, et Zakaria Abou-Dahab, enseignant de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Et on était Mondiapolis de Casablanca et Université Mohamed V de Rabat. Et juste avant la pause, vous alliez développer votre troisième point d'explication, troisième point d'approche sur la question de la grande question de l'eau. Troisième point, pour moi, c'est le comportement de l'usager. Il ne va pas dire que je vais en bain public, je me permets, parce que j'ai payé 20 dirhams, de déverser je ne sais combien de nombre de seaux. Il faut responsabiliser le citoyen, l'usager, et cela passe par l'éducation, je crois, extrêmement important. C'est au final, à mon sens, le maillon le plus important dans cette chaîne. Donc, ce qui fait, il faut qu'on sache, nous tous, que l'eau, au final, n'est pas toujours abondante et disponible. Et il y a des gens dans les campagnes qui en sont privés. Et d'ailleurs, il y a aussi un point qui a été dit par Sa Majesté, le raccordement interrégion. Donc, ce qui fait que c'est comme une certaine péréquation. Donc, au final, c'est une responsabilité collective. Alors, il y a un point que je voulais rappeler aussi, en discutant avec l'encadrement de l'ONI, l'Office national de l'eau potable et de l'électricité, et son directeur général en particulier, c'est Hafidi. Il y a une chose sur laquelle il revient très souvent. Quand vous ouvrez, et c'est très didactique aussi pour téléspectateurs et téléspectatrices, quand vous ouvrez le robinet, vous faites ce que vous avez à faire, vous lavez les mains, vous fermez, vous avez utilisé 5% d'eau utile. 5. C'est-à-dire que tout le reste, c'est du gaspillage. C'est quelque chose qui revient. On parlait de vulgarisation, on parlait de communication, on y est. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais c'est assez impressionnant. Non, mais vous avez utilisé 5%. Tout le reste est parti. Après les eaux usées, etc. Mais ce n'est pas une solution. Alors, je reste avec vous, Zakaria Abou-Dahab, pour le sujet suivant. Nous en sommes à 5 sur 7, la coopération sécuritaire et militaire du Maroc avec son environnement. Donc, la coopération sécuritaire, ça nous ramène à la réunion ministérielle de la coalition mondiale Daesh de mai 2022 avec à peu près 80 pays, donc la moitié de l'ONU qui était là. Et puis la coopération militaire avec le fameux exercice African Lion avec entre autres les États-Unis et beaucoup d'autres pays. C'était en juin. Alors le Maroc a développé sur cette année 2022 une certaine autonomie dans ses décisions, dans ses votes, dans les aréopages internationaux. Mais bon, manifestement, il est dans un clan particulier, dans un club particulier, défense, tout ce qui est... ancrage dans tout ce qui est sécuritaire, coopération militaire, OTAN. Commentaires? Bien sûr, parce que d'abord, le Maroc lui-même est dans un environnement qui est hostile, il faut le souligner. Il est menacé par beaucoup d'acteurs, ce qui fait que la résilience sécuritaire est extrêmement importante. Et cela est dû aussi à des engagements qu'il avait déjà précédemment pris. Vous avez cité ces Aziz African Line, qui désormais constitue un rendez-vous annuel qui est extrêmement important sur le plan stratégique et qui concerne aussi nos provinces du Sud. Vous avez parlé de la coalition anti-Daesh, pour la première fois organisée en dehors des États-Unis, au moins dans un pays africain. C'était en mai à Marrakech 2022. Mais il y a d'autres forums, par exemple 5+5 Défense. Le Maroc y était à maintes reprises, même ici à Rabat. Il participe également de façon, on va dire, conjoncturelle. Il n'est pas membre du G5 Sahel, du Mali, Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie.
Et je pense à le Niger, Oui. parce qu'il est concerné par l'environnement sahélo-saharien qui est immédiat, qui est devenu un fief ou un terreau pour des groupes terroristes qui profitent d'une certaine mobilité et d'un certain vide. Il participe également au dialogue méditerranéen de l'OTAN. Et donc, voilà un pays comme le Maroc, dans un environnement, je l'ai dit, qui est difficile, pour ne pas dire, comme je viens de le rappeler tout à l'heure, qui est hostile. Ça va de soi, on peut y revenir, hein, les manœuvres militaires russo-algériennes à côté de nos frontières. Donc, ça permet au Maroc d'abord d'engranger de l'expérience et en même temps d'assurer peut-être une amplification de sa capacité de réaction pour lutter non pas seulement contre une éventuelle agression militaire ou autre, mais également à des risques non conventionnels. Ce qui fait que ça ne permet que d'affûter les armes du Maroc et d'être prêt en cas d'agressivité ou en cas de menace. En soulignant ces alliances aussi, Ali El-Haji. Oui, le Maroc, de par sa géographie et de par sa géostratégie, sa place géostratégique et son rôle aussi d'acteur très important dans la sécurité et la paix dans sa région, dans son environnement, que ce soit par rapport méditerranéen, comme vient de dire mon collègue, Zakaria, ou bien par rapport à l'Afrique, surtout par l'environnement sahélo-sahélien. Et aussi de par l'hostilité que nous connaissons, qui nous vient de l'Est, avec les sécessionnistes, avec les séparatistes, et aussi du pays qui est à l'Est et qui fait donc des manœuvres ou des opérations de manœuvres militaires avec les Russes. C'est l'Algérie, nous on cite le nom du pays. C'est notre, vous avez compris ce que je veux dire. Notre voisin, donc l'Algérie. Et donc le Maroc, c'est normal qu'il s'inscrit comme acteur de paix et de sécurité dans la région. C'est pour cela qu'il est présent dans ce qui est important dans la sécurité et la paix, et aussi face à l'hostilité l'hostilité qu'on peut recevoir, comme j'ai dit, de l'Algérie. Maintenant, le Maroc, en parlant de Daesh, où le Maroc a accueilli quand même en dehors, c'est la première fois que ça se passe en dehors du sol américain, 85 États qui sont arrivés, qui se sont réunis au mois de mai à Rabat, et bien sûr sous l'égide de l'ONU, des Nations Unies. Ce n'est pas rien. C'est une reconnaissance du rôle important du Maroc comme acteur stabilisateur, comme acteur de paix et de sécurité, et surtout que les groupes ou les groupuscules ou les katibas, c'est-à-dire terroristes, ils sont juste à côté, ils sont juste au sud, donc ils profitent de beaucoup de choses, malheureusement de beaucoup de choses au niveau du nord du Mali, que ça soit, ou dans toute la région sahélienne. Et le Maroc, et cette réunion-là a montré quelque chose d'important. Il a montré que séparatisme est égal à terrorisme. Et ça, c'est une évidence. Que peut-être que quand le Maroc le disait, on ne le prenait pas, on disait non, c'est parce qu'il y a de l'hostilité. Maintenant, on a compris que les séparatistes sont des terroristes et ils travaillent main dans la main avec les terroristes. Ils profitent malheureusement d'une certaine vacance ou dans certaines régions de pouvoir ou militaire, et ils opèrent, c'est-à-dire dans le crime international, dans l'immigration, dans tout ce qui peut arriver dans cette région-là. Et le Maroc, donc aujourd'hui, il est présent et il démontre ce qu'on appelle aussi en relation internationale de la bonne foi. C'est-à-dire le principe de la bonne foi, même dans le droit international, il est reconnu. On voit que le Maroc est un acteur non seulement géostratégique important, mais est un acteur avec de la bonne foi et qui veille à mettre de la sécurité et de la paix dans sa région, étant donné, on a vu la corona, tout est globalisé. Si la paix et la sécurité ne se fait pas au Sahel, et en Afrique, c'est 35% de décès à cause du terrorisme cette année-là. Donc, tout est globalisé. Donc, le Maroc, il joue un rôle très important, et c'est normal, c'est pour cela qu'il participe à toutes ces opérations, que ce soit American Alliance, African Alliance, ou les G5, G5, enfin plutôt... 5 plus 5 défense. 5, mais avec G5 Sahel, il a participé aussi. Alors, vous me tendez la perche quand vous parlez de bonne foi.
me tendez la perche pour passer au thème suivant, qui est celui du Sahara, donc Sahara marocain. La bonne foi de l'Espagne, la bonne foi de l'Allemagne, qui ont donc changé de position. D'abord, c'était l'Allemagne, ensuite, c'était l'Espagne d'une manière encore plus marquée sur la question du Sahara. Il y a aussi ce renforcement de la coopération avec les Américains. Donc, que n'a-t-on pas dit sur l'administration Joe Biden? Va-t-elle reconduire la décision de Donald Trump? Ne va-t-elle pas la reconduire, etc., etc. Et puis, comme point d'orgue, il y a eu le vote de la résolution 2654. Est-ce qu'on peut dire, bon, quand je dis bonne foi, je ne renvoie pas vers la mauvaise foi, hein, on va rester gentil en fin d'année, mais globalement, la question du Sahara, comment vous voyez cette question qui est en train d'évoluer? Dernière précision, quand il y a quelques jours, il y a un peu plus qu'une semaine, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, avait reçu son homologue française. Il avait dit que ça ne domine plus, les discussions sur le Sahara ne dominent plus, une manière de renvoyer un peu vers le discours de Sa Majesté, où il disait que les relations internationales allaient être décidées à l'aune et à travers le prisme de la question du Sahara. Donc comment voyez-vous cette question évoluer? Oui, cette question, elle évolue positivement. Elle évolue positivement dans le sens où la voie de la raison, moi je ne dirais pas de la bonne foi, je dirais l'Espagne est revenue à la raison. Parce que s'il y a un pays qui connaissait le problème de nos provinces du Sud, c'est l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne est revenue à la raison. La France aussi. Hein? La France aussi. Oui, la France, pour ce qui est dans la partie, on va dire, de l'Est, si vous voulez. Mais vraiment, ils sont revenus à la raison et avec de la bonne foi. Quand vous avez un acteur devant vous qui est de bonne foi, un partenaire, vous ne pouvez plus empiéter sur lui, ni cet acteur-là le marginaliser, alors que c'est votre premier partenaire commercial et qui vous manque, qui ouvre les portes, les voies, et tout pour avoir un partenariat d'égal à égal. C'est ça, c'est ce que le Maroc a demandé, c'est ce qu'il a imposé. Aujourd'hui, par rapport au Sahara, il faut voir, c'est-à-dire l'Amérique, les États-Unis, et puis depuis la déclaration de Trump, et comme vous avez bien cité Biden, je parlerai de l'Algérie qui disait, ben voilà, dès que Biden va arriver, tout va se renverser. Pas du tout. C'est une position de l'État américain et c'est très important. Après, les États européens qui nous ont boité le pas, si vous voulez, et l'Espagne et l'Allemagne, vous les avez cités clairement, ils ont compris qu'ils ont plus d'intérêt d'opérer avec un acteur qui est de bonne foi et qui est dans ses raisons historiques et territoriales. Et le discours de Sa Majesté, il a été clair. La question du Sahara devient le prisme des relations internationales et des amitiés avec les États, que ce soit pour les partenaires traditionnels ou pour les nouveaux partenaires. Et donc, je pense la question du Sahara aujourd'hui, et je n'oublierai pas tous les États africains et la majorité des États arabes qui soutiennent le Maroc dans son intégrité territoriale, c'est-à-dire dans ses provinces du Sud. Donc le jeu diplomatique qu'a fait le Maroc pendant ces années-là, on a récolté son fruit, et qui est un fruit légitime de la bonne foi, de la rationalité, c'est-à-dire de la légitimité du Maroc, qu'elle soit juridique ou historique, sur son territoire et sur son intégrité territoriale. Alors, Zakaria Boutahab, un commentaire sur l'évolution dans le temps et sur cette dernière année de la question du Sahara, avec un focus sur la fameuse résolution 2654 qui a été votée. Est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des précisions dans son phrasé? J'ai remarqué, 2022 a été aussi marqué par consolidation de relations avec des pays comme les Caraïbes, oui, avec un soutien exprimé en faveur de l'intégrité territoriale marocaine. Avec également certains pays de l'Amérique latine, même si parfois le Pérou, par exemple, ou il me semble la Colombie, avait un peu vacillé, mais au moins cela montre que le Maroc, sur le plan de l'approche géodiplomatique, a avancé. N'oublions pas également la diplomatie parlementaire, avec le Palomino, je pense des États de l'Amérique centrale avaient également pris des positions très favorables. Ça inclut des pays comme Panama, il me semble, comme d'autres, le Chili, et ainsi de suite. Nous nous attendons aussi à l'ouverture d'autres consulats au sud, il me semble le Tchad, très très bientôt. Donc cette dynamique n'est pas venue de rien, ex nihilo comme on dit en droit, mais c'est la résultante d'une approche pragmatique et substantielle du Maroc. Parce que c'est un Maroc,
ça a été dit tout à l'heure par Sia Ali, constructeur de la paix au niveau régional. Ce qui concerne le Maroc, sa sécurité impacte positivement toute la région, au moins le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. N'oublions pas, avec le gazoduc, nous sommes dans cette démarche-là. Ça coule de source. Le Maroc a été derrière le pacte sur l'immigration régulée, Marrakech, décembre 2018. C'est extrêmement important. L'Europe sait maintenant très très bien que le Maroc, effectivement, c'est un acteur qui est crédible. On peut compter sur ce pays-là, sur le plan de la gestion des risques et des périls qui guettent la région. Monsieur Biden a su et a bien compris, parce qu'il connaît le Maroc, il était là lors de la COP 2022. Oui. Et d'ailleurs, cela prouve que la position qui a été prise, à mon sens, n'est pas celle de monsieur Trump. C'est la position de l'administration marocaine, parce que ça a été bien calculé sur le plan géopolitique et pondéré. N'oublions pas que les États-Unis, depuis longtemps, même du temps de M. Barack Obama, consacraient une partie du budget alloué au développement des points du Sud. Quid aussi de l'Agence de partenariat pour le développement du Millennium Challenge à Caen, dans sa première version, sa deuxième version. On vient de fêter l'anniversaire des relations entre le Maroc et les États-Unis, 20 décembre, et j'en passe. Donc, ce qui fait que maintenant, il faut un peu se concentrer sur les zones de résistance, que ce soit en Afrique subsaharienne, dans le Kenya. On aimerait bien que le Maroc puisse capitaliser la relation avec ce pays, et pour que le président actuel, une fois bien installé, non pas dans son fauteuil, mais dans son système, puisse aller de l'avant encore pour toucher des zones africaines, l'Afrique lusophone, avec l'Angola, il ne faut pas l'oublier, la Corne de l'Afrique, et ainsi de suite. Je crois que c'est une dynamique qui est très positive. Alors, je reviens sur un point que vous avez effleuré tout à l'heure, les manœuvres russo-algériennes ou algéro-russes. On le disait dans une précédente émission, c'est la souveraineté d'un pays et c'est sa totale liberté de faire comme il l'entend sur son territoire. Je parle des Algériens, donc à décider de faire ce qu'ils veulent sur leur territoire avec qui ils veulent. Mais pour autant, il se trouve qu'il y a actuellement on va dire une chose comme ça, une franche hostilité entre le bloc occidental et la Russie. Et le Maroc d'un côté est allié majeur non membre de l'OTAN, et de l'autre côté, on a donc une Algérie qui multiplie par 2 son budget défense, donc ça fait 10 milliards de dollars en plus, parce qu'il y avait déjà 9, 10 à peu près, ils sont passés à 22 vers les Russes. Est-ce qu'il n'y a pas une lecture à avoir là-dessus dans les différentes alliances, c'est-à-dire comment se passe actuellement, comment se passeront, allant de leurs relations avec les Russes, les relations algériennes avec le bloc occidental? Nous avons également avec la Russie des marchés. Sur le plan économique, nous avons un accord de pêche. Et je crois que même il y a des relations en dehors de cela qui se sont tissées. La visite de Sa Majesté à ce pays, je crois que c'était en 2016. Et déjà, depuis cette date, il y a eu des accords qui ont été discutés. Et le Maroc a beaucoup d'expérience en matière de gestion des équilibres entre les grandes puissances. D'ailleurs, quand bien même la Russie s'est abstenue du vote, la résolution 2654, exactement, cela pour autant n'est pas une position négative dirigée contre le Maroc. C'est plutôt contre les États-Unis, comme les pen writers, comme on dit les principaux rédacteurs. Et par ailleurs, évidemment, le Maroc, il ne faut pas qu'il abandonne ses alliances traditionnelles, stratégiques, et cela a été montré par ses positions concernant le cas de la Russie qui a été traité dans le cadre de l'ONU, et ces positions qui ont évolué, sans pour autant fâcher beaucoup la Russie. On a voté contre l'annexion illégale de l'Ukraine orientale. Vous voyez, moi je crois que c'est une intelligence de la gestion des équilibres entre les grandes puissances et c'est extrêmement délicat. Maintenant, peut-être les Algériens ont intérêt plutôt à investir dans les infrastructures et le développement socio-économique de leur pays. C'est souverain, c'est clair, mais on se pose la question contre qui sont dirigées les armes acquises et qui ont atteint pratiquement, du point de vue de la valeur, jusqu'à 23 ou 24 milliards de dollars. C'est énorme quand même. 23 milliards, un peu moins de 23. Il faut désamorcer les éléments de la conflictualité et de la tension de la région. Et nous avons intérêt à éviter une escalade militaire qui, au final, ne serait pas profitable à tous les pays de la région. Dans leurs éléments de langage, ils expliquent ça par une augmentation de la masse salariale, enfin des RH. C'est une manière d'expliquer les choses. Je vous vois sourire. Je voulais vous faire commenter Ali El-Harichi sur cette question-là, mais le temps passe et il nous reste à peu près 8 minutes pour discuter donc de l'événement phare de cette année 2022. Je vous vois déjà sourire avec votre pins au revers de votre veston. Vous voyez, je ne vous pose même pas la question, je vous laisse y aller. Vous savez de quoi je parle. Tout en rouge. Tout en rouge. Oui, en fait... les résultats, les valeurs véhiculées, le nouveau statut international du Maroc en matière de foot. Nous a fait rêver et nous a fait croire à un rêve.
rêver un impossible rêve, comme disait Jacques Brel. Et on a rêvé cet impossible rêve et on l'a réalisé. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, bon, c'est ce qui se disait, bon, l'impossible n'est pas marocain. Et d'un point de vue d'abord sportif, footballistique, nous avons montré que nous étions parmi les 4 meilleures équipes du monde en ce moment-là, dans la plus grande manifestation sportive de football, c'est la World Cup, donc c'est la Coupe du Monde. Nous avons montré que nous avions une solidarité extraordinaire. Ce sont des joueurs tous marocains, mais qui sont nés dans la diaspora, qui sont nés ici au Maroc, qui ont emprunté des chemins différents, mais qui sont marocains. C'est comme tout à l'heure on parlait de la marocanité. Il y avait cette fibre marocaine qui alimentait chaque joueur et qui ont permis à cette équipe de donner ce résultat extraordinaire et magnifique. Nous avons aussi vu, parce que quand on parle du sport, on parle du soft power, on parle de la géopolitique. Qu'est-ce que le sport peut apporter? Par rapport à Qatar, ça a beaucoup apporté, mais aussi pour nous, que ce soit par notre public qui a été présent et qui a montré beaucoup de civisme, beaucoup d'entrain, de bonne humeur, de joie. Voilà, de joie, et qui a animé cette fête. Et on a vu, moi ce qui est magnifique, c'est que la majorité... C'est une des plus belles images. Oui. Le gardien qui arrête son pénalty, le sourire toujours, voilà. En souriant. On a toujours le sourire, c'est extraordinaire. Le Maroc a montré cette magnificence de pouvoir aller et faire quelque chose. Donc l'équipe marocaine, ou plutôt je parlais du public marocain, il a montré tout le monde. Moi je parlais des télés, les radios africaines, je ne parle pas de l'Europe et de l'autre, et arabes, se sont identifiés au Maroc. En dehors des fois ça, tout le monde s'y identifiait. Les gens portaient des maillots marocains. Je n'ai jamais vu, moi, dans une émission, un animateur égyptien ou autre porter le maillot marocain lors de la transmission. C'est extraordinaire. Nous avons vu c'est-à-dire ce collectif arabo-musulman, aussi africain. Nous avons vu tous les États, la majorité des États africains, des Africains, ils se sont tous reconnus dans le Maroc qui a porté cet étendard. Donc, dans le foot aussi, on est devenu un acteur stratégique et nous avons vu aussi notre culture de la famille. Nous avons vu qu'un joueur qui arrive et qui va faire le besma à sa maman et qui va embrasser sa mère ou qui va danser avec sa maman, c'est magnifique. Nous avons donné une leçon au monde que le Maroc est un pays, quel que soit le lieu de naissance du Marocain, que ce soit pour Bouffal, qui est en France, ou que ce soit pour Hakimi, qui est en Espagne, cette famille marocaine, cet esprit de la culture marocaine, nous l'avons vraiment, ils l'ont transporté, ils l'ont magnifiquement montré au monde, et que c'était quelque chose de... c'est-à-dire qui est venu d'une manière involontaire. Il n'y avait pas de cinéma. On a vu la spontanéité, et je pense que le message est passé. Le Maroc a marqué sportivement, culturellement. Tout à fait spontané, c'est Nia. C'est Nia. Ben oui, c'est Nia, il faut le dire. Bientôt, ça va être leader Nia. Ça va être bientôt les étrangers, enfin les gens du monde vont se demander mais c'est quoi cette question de Nia? Et vous savez, des mots qui passent d'une culture à l'autre, ben Nia, on va dire ben Nia, c'est pas traduisible ça. Ce n'est pas traduisible. C'est très difficilement traduisible. C'est une épopée, c'est vrai, nous ont fait vivre des moments inoubliables. 3 points essentiels, il me semble, en plus de ceux qui ont été déjà dits, et nous avons tous vécu cela. Le premier, c'est l'impact diplomatique. M. Biden a regardé le match avec M. Arnouch, chef du gouvernement. Il a dû demander les excuses auprès du public parce qu'il devait leader une réunion avec une 50aine de chefs d'État et de gouvernement. Il a cessé la réunion, il a regardé. Donc je crois que c'est un coup diplomatique extraordinaire. Le deuxième point, il me semble, sans compter, je vous interromps rapidement, sans compter la reconnaissance du patron de Google, sans compter de Elon Musk. Elon Musk, donc c'est incroyable. Et le Maroc de plus en plus visible dans les recherches, etc. dans les moteurs de recherche, Google. Le Maroc, quand on tape, c'est un coup de promo remarquable. Le drapeau marocain, il y a aussi les infrastructures, c'est important, parce que nous sommes aussi à l'approche d'autres rendez-vous. La Coupe des ligues des nations, je ne sais pas, c'est début février, bientôt. Le mondial des clubs. Si la FIFA donne cela au Maroc, c'est déjà donné. C'est en février. C'est très important. Mais également toute l'infrastructure qui a été construite par le Maroc et qui a
qui a formé un certain, comment dirais-je, Dari et les autres, même Ounahi, il me semble, issu de l'académie, sans parler de cette diversité qu'a cité Si Ali avec brio. Mais je voudrais quand même dire une chose. Moi, j'ai une fille, Mariam, la petite, qui n'a même pas 5 ans et qui désormais me parle de Mzraoui. C'est une socialisation politique qui est extrêmement importante. C'est un élan et un sursaut patriotique. Et ça permet à des enfants de connaître leur pays, le drapeau, le rouge, le vert, l'hymne national. Ce que peut-être nous, en tant qu'enseignants universitaires, on fait des années à constituer, à former. Voilà maintenant un rendez-vous qui, à mon sens, devrait être bien investi parce qu'il s'agit du Maroc, d'un Maroc qui est très profond, enraciné dans l'histoire. When we can, we want. Donc, quand on veut, on peut. Le Maroc de l'impossible, le Maroc des défis. Et je crois que nous sommes fiers de notre équipe et de notre pays. Alors, vous m'avez fait rappeler, en parlant de votre fille, Mariam, j'ai vu dernièrement, je crois sur les réseaux, sur Twitter, quelqu'un qui racontait l'anecdote suivante, être dans le bus à Stockholm, une petite Suédoise, suédoise, quoi, viking, descendante de viking, qui parlait Maroc avec sa mère, et qui lui demandait, elle a cité 3-4 noms de joueurs marocains, petite fille de 5-6 ans, l'âge de votre fille, et qui a demandé à sa mère, je veux aller au Maroc. Donc effectivement, quand j'ai vu ça, c'était quand même assez... Un dernier commentaire ? Oui, c'est l'impact touristique. L'impact touristique, l'impact diplomatique, géopolitique, l'impact culturel, tous les impacts. Eh bien, encore une fois, merci à nos lions, merci à leur encadrement, merci à Walid El-Gragui, merci à Sa Majesté qui les a honorés au nom de toute la population. Et merci aussi à la population qui les a honorés à Rabat. Merci à Zakaria. Merci, c'est Aziz, avec plaisir. D'avoir été avec nous. Merci à Al-Hajj d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Meilleure année 2023 et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du débrief.